et puis auprès du citoyen lambda, qui peut aussi interpeller son maire et lui dire mais qu'est-ce que vous faites dans la situation par rapport aux crises systémiques ou alimentaires ou de sécurité de tout ce qui va pouvoir se passer. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci d'être là. C'est un bon résumé. Alors je vais préciser des choses. Effectivement, j'ai fait partie pendant 15 ans de la sécurité publique. J'ai eu un parcours avec différentes sphères, on va dire. J'ai commencé par la sécurité publique en tant qu'îlotier. Îlotier, c'était la police de proximité, donc c'était une police non répressive qui était beaucoup plus la politique de la main tendue dans des quartiers dits défavorisés ou dits difficiles. Là, j'y ai vu beaucoup de solidarité, j'ai vu beaucoup de belles choses, des choses aussi négatives, mais c'est ce qui apparaît pas toujours aux 20h, mais il se passe de belles choses dans nos quartiers aussi. Ensuite, je vais faire court, je suis rentré donc dans la police en 96, je suis passé par la brigade anticriminalité, donc là c'est diamétralement opposé, c'était une police qui était appelée au secours quand tout allait mal. Et elle est importante aussi, cette police, même si j'aime pas du tout de la manière dont elle s'illustre aujourd'hui, parce qu'elle est mal employée. La BAC, ça ne doit pas être employé pour faire du maintien de l'ordre. La BAC, c'est quand vraiment tout se passe mal et qu'il faut vraiment rétablir la situation, parce qu'il existe une vraie violence dans notre société, une violence que la majeure partie des gens ignorent, et qui si justement nous avions un problème systémique, cette violence s'emparerait de notre société. Donc voilà, et puis après j'ai passé les tests pour rentrer au service de protection des hautes personnalités. Donc c'est la protection des élites, et peu de temps après j'ai intégré le groupe de sécurité du président de la République en 2002. Puis j'ai quitté en 2011, après avoir protégé pendant 5 ans M. Jacques Chirac, et puis 4 ans M. Sarkozy. Je suis parti avant la fin, comme le disait la présentatrice. Je ne supportais plus qu'on fasse des guerres pour le pétrole. Pour moi, c'était une évidence que la guerre en Libye, c'était pas tout à fait l'histoire de la démocratie. Et bon, c'était mon accident de conscience. Après, j'ai assumé ce que c'est que d'aller à contre-courant du système, mais je voulais aussi comprendre pourquoi on dépendait autant du pétrole et pourquoi c'était aussi vital pour nos sociétés. Eh ben, on commence à en avoir des démonstrations aujourd'hui, on s'approche de pics pétroliers, d'où toutes les théories de l'effondrement, qui ne sont plus des théories, ça commence à être reconnu. Le pétrole, c'est ce qui fait la pétrochimie, c'est ce qu'on épand dans nos champs aujourd'hui, c'est ce qui fait tourner les tracteurs, c'est ce qui fait notre alimentation. Il y a plein de choses qui sont reliées au pétrole. Et ça, je l'ai découvert après donc, mon départ, après que je fasse pas mal de recherches sur l'impact que moi-même j'avais dans la société. Est-ce que j'étais co-responsable des guerres qu'on faisait comme ça dans le monde pour récupérer des matières premières? Et oui, j'étais co-responsable. Chaque Français par jour consomme 4,3 litres de pétrole, qu'il soit anti-guerre ou pas, ça ne change rien. C'est une moyenne, c'est ce que nous consommons, et c'est pas ce qu'on met dans le réservoir de la voiture, c'est toute notre société. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, ça représente 100 millions de barils de pétrole consommés par jour. Voilà, ça c'est à peu près un constat, et on ne va pas vers des beaux jours avec une telle consommation de pétrole. Pourquoi? Parce que nous sommes ici en Occident, nous sommes des pays dits développés, avec un certain degré de confort, et aujourd'hui, les pays qui émergent, les émergents, et ceux qui veulent accéder à du confort, veulent le même confort et aussi pétrolivores. Donc, comme nous sommes sur une planète avec des ressources finies, et qu'il y a de plus en plus de milliards, enfin il y a des milliards de personnes qui veulent le même confort que nous, bah, c'est comme si vous prenez une paille, enfin vous prenez un verre, vous remplissez d'eau, ça c'est la réserve mondiale, et vous êtes de plus en plus à mettre des pailles pour aspirer. Donc ça se vide beaucoup plus vite. Ça, c'est l'état de nos réserves. L'état de nos réserves mondiales, il y a encore beaucoup de pétrole, mais il n'y a pas que le fait de trouver du pétrole, c'est est-ce qu'il est rentable d'aller chercher ce pétrole? Est-ce qu'il faut investir beaucoup
d'argent, beaucoup d'énergie pour récupérer ce pétrole. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui veuillent ce pétrole, bah, ça fait des conflits, ça fait de plus en plus de guerres. Voilà. Donc, j'ai fait un grand détour pour revenir sur la stratégie que j'ai développée et que j'ai mise en place avec SOS Mer, que j'ai cofondé avec un économiste qui s'appelle André Jacolbec, qui lui s'est emparé du sujet de l'économie. Est-ce que nos économies vont connaître des beaux jours ou des crises comme en 2008? Bon, bah lui, il est assez sévère, il pense qu'on va prendre des plus grosses crises que 2008. Et moi, je me suis occupé de la sécurité publique, puisque ça a été mon métier. Et ce qui m'intéressait de voir, c'est comment on pouvait, nous, se sortir des situations et comment l'effondrement était peut-être une chance de faire autrement. Comment ça peut être une chance de faire autrement? Il faut bien comprendre que tous, autant que vous êtes dans cette salle, vous êtes autant capables que moi de faire de la sécurité. Autant, même peut-être plus. Pourquoi? Parce que je pense que parmi tous ceux qui sont dans la salle, il y en a déjà beaucoup qui cultivent leur propre jardin, il y en a beaucoup qui sont intéressés par la permaculture, il y en a beaucoup qui font des choses tournées vers la planète. On a au salon Prime Vert, donc forcément on va trouver beaucoup d'esprits ici qui essaient d'agir pour l'environnement, pour la planète. La sécurité publique, aujourd'hui, pour moi, c'est l'écologie, mais pas l'écologie dans le sens politique, parti politique du terme. C'est notre capacité à refaire des écosystèmes. Déjà l'écosystème humain, le faire prendre conscience qu'il fait partie d'un écosystème avec les autres êtres de cette planète, et c'est ça la nouvelle sécurité. Alors maintenant, pour pas que ça soit un discours lénifiant, je voudrais savoir qui d'entre vous dans cette salle, si vous pouvez lever la main, qui connaît son DICRIM. Alors le DICRIM, c'est le document d'information communal sur les risques majeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors je ne sais pas combien il y a de personnes dans la salle, on a peut-être plus de 200 personnes. Ça fait 5 personnes sur 100. Voilà. On est tous, quand on ne connaît pas son DICRIM, on est hors la loi. Pourquoi? Et là, ce n'est pas l'histoire de culpabiliser les gens. C'est simplement que, je vais vous donner un exemple. Le DICRIM, c'est ce qui est donc rempli par la mairie, les mesures prises par la mairie pour protéger les administrés. Alors, malheureusement, toutes les communes qui sont soumises au DICRIM ne l'ont pas rempli, ne l'ont pas toutes rempli. Il y a 28 000 communes sur 34 968 communes, et toutes ne l'ont pas rempli. Mais pour autant, elles ont obligation, dans leur intégralité, toutes les communes, de prévoir des protections pour leurs administrés contre les crises majeures et surtout d'informer les administrés des mesures prises. D'accord? Et les administrés à charge aussi de connaître les mesures qui sont prises pour leur protection. Maintenant, on va planter le décor, on va faire un exemple pour que vous compreniez bien pourquoi c'est grave qu'il n'y ait que 5% de la salle qui connaissent son DICRIM. Imaginons que nous soyons près d'une centrale nucléaire actuellement, vraiment très proche. Dans le DICRIM, il est bien spécifié dans ce document d'information communale sur les risques majeurs que s'il y a un accident sur la centrale du coin, n'allez surtout pas chercher vos enfants à l'école. C'est marqué noir sur blanc. Pourquoi? Parce que la mairie a pris des dispositions pour les protéger, pour les extraire peut-être de l'école, de les mettre à un endroit, et les primo-intervenants, que sont les pompiers ou d'autres spécialistes qui vont porter les secours aux enfants, vont intervenir. Donc ça, c'est marqué noir sur blanc dans le document. Si vous ne le connaissez pas, on plante toujours le décor, imaginez qu'à ce moment-là, vous soyez sur le chemin du travail ou au boulot, et que vous entendez, parce que votre collègue vous le dit, ou alors vous avez la radio qui vous le dit, ou la télé, il y a un problème sur la centrale du coin. Qu'est-ce que vous faites? C'est vos enfants qui sont à l'école. Vous allez, je pense, quasiment tous, vouloir foncer vers l'école pour aller récupérer vos enfants. Que se passe-t-il quand d'un seul coup, tout le monde arrive devant l'école, crée donc des bouchons et découvre que les enfants ne sont pas là? Alors déjà, tout le monde est en panique,
De deux, c'est peut-être le bouchon empêche peut-être les primo-intervenants de venir donner les pilules d'iode aux enfants. Les pilules d'iode pour saturer la glande thyroïde et éviter qu'il y ait trop d'imprégnation. Voilà pourquoi il est important de connaître donc déjà les mesures qui sont prises pour nous. Mais ça, c'est déjà commencer à faire de la préservation de la planète et de l'écologie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, en plein cas de coronavirus, d'accord, on s'aperçoit que les magasins se vident. Alors certes, ils se remplissent encore, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à un niveau de pandémie où les transports doivent s'arrêter, mais on est quand même vachement vulnérable. Pourquoi? Parce que une fois que les magasins sont vides, les gens se paniquent, parce qu'ils se disent « mais nous, on n'a pas fait nos stocks » et il y a quand même un climat d'insécurité. Pourquoi je dis qu'on commence à faire de l'écologie? Parce que quand on va voir son DICRIM et donc on s'informe des mesures prises, vient systématiquement, aujourd'hui, encore plus qu'avant, la question, mais qu'est-ce qu'on va manger si à un moment, les supermarchés se vident et qu'on n'arrive plus à fournir, puisque, à preuve du contraire, les chauffeurs des camions de la grande distribution ne sont pas, eux, immunisés plus que les autres contre le coronavirus. Et c'est bien ces transporteurs routiers qui remplissent les magasins qui aujourd'hui vous permettent de vous nourrir. Donc la question c'est où est la résilience alimentaire? Alors la résilience c'est la capacité à passer une crise et s'en remettre, hein, c'est ça la résilience. Où est notre résilience alimentaire aujourd'hui? Ben, il n'y en a quasiment pas. C'est ça le constat. Et si on n'en a pas, il faut la construire. Et c'est par cette consultation de DICRIM que nous, avec SOS Maire, on met le pied dans la porte et on coince la porte pour dire au maire, écoutez monsieur, les supermarchés c'est bien gentil, d'accord? Mais quand dans vos plans communaux de sauvegarde, vous pensez qu'en cas de crise majeure, vous allez réquisitionner des supérettes et des supermarchés, encore faut-il que ces supérettes et ces supermarchés soient pleins. Or, aujourd'hui, avec un cas de pandémie, on s'aperçoit vite que ces magasins pourraient être vides. Donc, quand le maire n'a juste pensé qu'à réquisitionner des supérettes et des supermarchés pour nourrir ses sinistrés en cas de crise, c'est misé sur le fait que, ok, tout va continuer comme avant, mais le monde ne va pas continuer comme avant. J'ai commencé cette conférence en vous disant qu'on allait vivre des pics pétroliers. Nous allons vivre des manques, des pénuries. Donc il faut penser dès maintenant à la résilience alimentaire. Et pourquoi prioritairement à la résilience alimentaire? Parce qu'on a beau avoir comme moi fait partie de services d'élite, moi j'avais un ventre à l'époque où je protégeais les présidents. Les commandos Uber, le RAID, le GIGN, bref, tous ceux qui sont surentraînés et qui font partie de services d'élite, ils ont un ventre. Et leurs familles, eux aussi, ont un ventre. La femme, les enfants, tout le monde a un ventre. Et dans une société qui se déstabilise, il n'y a plus de société quand on commence à manquer de nourriture. Moi, si à l'époque où je protégeais les présidents, on avait manqué de résilience alimentaire, qu'on s'était pris une pandémie, et que ça nous aurait vidé les magasins. Si ma compagne de l'époque m'avait appelé, vite, ça commence à craindre chez moi, viens vite là, les enfants sont en panique, parce qu'il n'y a plus rien. Et vous pensez que j'aurais continué à protéger le président? Bien sûr que non. Je serais rentré protéger ma famille. Et c'est comme ça qu'une société s'effondre aussi. Parce qu'elle se désorganise. Et aujourd'hui, donc, ce constat du manque de résilience alimentaire, ce n'est pas nous, SOS Maire, qui l'avons fait. C'est Stéphane Linou. Et Stéphane Linou, c'est un élu de l'Aude. Il a fait 20 ans d'enquête. 20 ans d'enquête pour prouver qu'aujourd'hui, notre système actuel, qui dépend uniquement des supermarchés et des supérettes, n'est pas viable. En cas de crise majeure, ce n'est pas viable. Et là, on est en pleine démonstration de ça. C'est pas viable parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'aller au supermarché. Ça coûte peut-être même parfois moins cher que de passer par les circuits de proximité. Mais au niveau de la sécurité publique, ça vaut zéro.
Ça vaut 0. Et là, si on veut avoir un semblant de sécurité publique, c'est-à-dire empêcher les troubles à l'ordre public, il va falloir rappeler au maire, et surtout aider le maire, sur cette question de reformer les fondamentaux de la sécurité publique, c'est-à-dire être capable de manger. Voilà, c'est pour ça que donc on a créé SOS Maire, avec cette idée que les vrais acteurs de la sécurité publique aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus écologistes de la société. C'est certainement pas foutre des flics partout. Ça n'aurait pas les magasins, ça ne remplit pas les magasins. En cas de crise, les flics, ils savent maintenir l'ordre, tant que chez eux, ça va à peu près. Mais si toute la société se disloque, il n'y a plus de flics, il faut oublier. Donc, ce n'est pas les flics qui vont remplir les magasins, c'est tous ceux qui sont capables de soutenir les mairies dans cette refonte de la sécurité publique à travers l'écologie. Et comment on fait? Ben, c'est simplement qu'on va vérifier les mesures prises aujourd'hui par la commune en termes de sécurité publique. Donc, je le répète, qu'est-ce qui est prévu par le maire en cas de crise? Lui dire, monsieur, écoutez, voilà, monsieur le maire, le Sénat, le 12 décembre, a reconnu que nous avions un problème de résilience alimentaire locale. C'est la sénatrice Laborde qui a organisé, qui a fait une proposition de résolution au Sénat. Le gouvernement a reconnu qu'il y avait un problème sur cette question de vulnérabilité alimentaire. Donc ça, c'est incontestable. Ce n'est pas vous, en tant qu'administré, qui portez ce discours, c'est le Sénat. Récemment, au Salon de l'Agriculture, Stéphane Linou, donc celui qui a fait ses 20 ans d'enquête sur cette vulnérabilité, était autour de la table avec la présidente de la FNSEA. Et une nouvelle fois, tous les interlocuteurs autour de la table ont reconnu qu'il y avait un problème systémique sur notre résilience alimentaire. Donc, on a de plus en plus de poids, d'arguments incontestables qui font qu'aujourd'hui, le maire ne peut plus ignorer cette priorité. Et à partir du moment où on va commencer à construire ensemble, c'est-à-dire que c'est les administrés, l'équipe communale et le maire qui vont décider de résoudre de résoudre cette problématique, d'arrêter avec cette vulnérabilité, on commence à construire une première résilience, qui est celle donc de la nourriture, et puis vient naturellement, par la concertation, puisque tout le monde s'implique, vient la question de la résilience énergétique, et puis de la résilience médicale. Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des problèmes, puisque la Chine, qui a tous nos médicaments, qui produit quasiment tous nos médicaments, aujourd'hui n'envoie plus les médicaments. Donc on va commencer à avoir des problèmes aussi de résilience médicale. Résilience énergétique, pourquoi? Le problème de l'énergie, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, c'est pareil, ça nous vient naturellement comme ça, sauf que pour avoir cette énergie, ben, je le rappelle, en tout début de conférence, on va chercher des énergies qu'on n'a pas chez nous. En l'occurrence, le pétrole, nous les Français, nous l'importons à 98%. D'autres pays. L'uranium, c'est pas beaucoup mieux. Bon, ben, l'uranium, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a de l'électricité, en grande partie. Plus ça va aller, plus le monde va s'animer en termes géopolitiques, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de guerres entre l'Est et l'Ouest pour le contrôle des matières premières, plus on va être en insécurité par rapport à ces matières premières. Et les blackouts, donc c'est-à-dire la coupure d'électricité, c'est pas des légendes non plus, ça peut arriver. Alors là, je parle de loin, je parle de la géopolitique, mais récemment, enfin, c'était en février c'était en fin d'année de l'année dernière. On a eu un problème sur une commune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la maire Geneviève Girard qui a lancé un appel à Macron parce qu'il y avait eu une coupure d'électricité. Je crois que c'était dans la Drôme. Et les gens devenaient fous. Ils devenaient fous parce que ça faisait plus d'une semaine qu'ils n'avaient plus d'électricité. Un volailler avait perdu ses volailles. Au bout de 2 jours, il n'y avait plus d'eau potable, donc c'était catastrophique, ça a été vite rétabli. Et puis quand les réseaux, alors c'est plus EDF, mais en tout cas les réseaux électriques, ont voulu
réparer, remettre le courant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des groupes électrogènes qui ont été installés et les gens volaient le carburant qu'il y avait dans les groupes électrogènes. Ça peut vite partir en sucette. Quand il y a eu, un manque d'électricité au Venezuela, alors que c'est la première réserve de pétrole au monde trouvée aujourd'hui, comme par hasard, il n'y avait plus d'électricité dans les hôpitaux. Les premiers à être morts, malheureusement, c'était les enfants atteints de cancer, parce que dès qu'on n'a plus d'énergie, il y a plein de choses qui s'arrêtent, y compris les appareils médicaux. Donc, on doit considérer cette résilience, nous, on revient en France maintenant, aussi à l'échelle locale. Qu'est-ce qui se passe si, effectivement, nous n'avons plus d'électricité comme on l'avait d'habitude? C'est ça, se positionner par rapport à l'effondrement, c'est commencer à prévoir les ressources qui vont nous manquer. Et c'est ça, faire de la sécurité publique. Donc, ce bouquin, Face à l'effondrement si j'étais maire, nous l'avons fait avec André Jacolbec, avec cette vision que même l'électricité pourrait être un jour coupée, à la différence d'un site internet où il y a tout le contenu de Face à l'effondrement si j'étais maire, mais si en cas de blackout, le site internet, il est plié, dans le bouquin, vous avez des solutions qui peuvent, à l'échelle communale, vous aider à passer des crises. Voilà ce que je veux vous dire sur le livre. Maintenant, nous, notre inquiétude aujourd'hui, c'est sur l'alimentation. Il faut absolument que les administrés connaissent les mesures qui sont prises, et ça, personne d'autre ne peut le faire à part les administrés eux-mêmes. Il faut connaître les mesures qui sont prises, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez dramatique. On va vers des ruptures d'alimentation au niveau de l'alimentaire, et pour autant, on n'a pas de résilience alimentaire. Donc, on se pose la question de ce qu'on va pouvoir manger. Voilà. Et ça, c'est quand même la priorité de toutes les priorités aujourd'hui. Il faut aller voir sa mairie, il faut aller demander ce qui est prévu, et surtout aider sa mairie. Aujourd'hui, sur notre site, que vous pouvez consulter dès maintenant, qui s'appelle SOS Maire, donc maires.org, on a un onglet Action. Et sur cet onglet Action, il y a toute la méthodologie pour aller voir son équipe communale ou son maire, lui poser les bonnes questions sans l'agresser, juste en lui transmettant une lettre qui va répondre à toutes les questions de la résilience alimentaire, comment on la construit, comment il faut faire. Et puis il y a aussi une carte qui vous permet, en cliquant dessus, de dire que vous êtes allé voir votre maire, que vous lui avez transmis la lettre, et si vous avez besoin de transitionneurs, donc ça c'est les transitionneurs, on en trouve beaucoup dans ce salon, beaucoup qui peuvent apporter des solutions. Eh bien, sur le site, vous allez trouver donc cette case à la rubrique Action, contacter Transiscope. Transiscope, c'est aussi une carte qui, par secteur, vous donne tous les transitionneurs du coin, tous ceux qui sont en train de construire des alternatives. Parce que le but, c'est de soutenir la coordination avec la mairie. Pourquoi? Parce qu'on ne fera jamais rien tout seul. La sécurité, c'est avant tout de la coordination. Et se coordonner, c'est donc donner les moyens aux équipes communales d'avoir les moyens de résoudre le problème. Les transitionneurs travaillent sur ces problématiques depuis longtemps. Il y en a qui savent faire de la permaculture, il y en a qui savent faire des jardins partagés, il y en a d'autres qui savent faire de la résilience énergétique, il y en a qui savent faire tout un tas de choses. Maintenant, il faut leur donner de la visibilité parce que l'avenir, c'est eux. C'est pas de faire des guerres pour le pétrole de plus en plus. Ça, on s'en sortira certainement pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Bon, je vais passer un micro. Si vous voulez, regardez le micro. Si vous voulez, moi je parle assez fort pour vous. Bonjour. Ma question elle se porte sur les leviers d'action que possèdent les maires, parce que moi donc j'ai un petit village de la Drôme, sous dans la Drôme, qui a été connu parce que mon maire est un des maires qui a interdit les pesticides
chez lui, moins de temps de mettre les maisons, tadati, tadata, qui avait fait un arrêté préfectoral. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'arrêté préfectoral a été posé, mais en fait, personne n'est obligé de le respecter, puisque l'État, le maire a été mis en procès au départ par les paysans, puis par l'État, et en fait, l'arrêté préfectoral existe encore, mais personne n'est obligé de le respecter, et l'État ne fait pas respecter les décisions de ses propres maires, à cause des lobbies ou de ce qu'on veut, mais ça, c'est quand même l'État qui empêche de faire respecter une loi posée par un maire. Donc en cas d'effondrement, le maire il pourra bien faire tout ce qu'il veut. Si l'État, lui, ne le fait pas respecter, alors il peut faire. L'État, c'est nous. Le problème, c'est qu'un maire tout seul, il ne peut rien faire. D'accord ? Si lui, il a du bon sens, mais que sa population est complètement déconnectée de la réalité de terrain, d'où l'intérêt d'aller voir son DICRIM et de connaître un peu la réalité de terrain, le maire ne peut rien faire. Effectivement, vous avez raison. Moi, je suis en contact avec celui de Langouette. Effectivement, il est obligé de faire une information permanente sur quelle est son intention, parce que sinon tout le monde lui tombe dessus. Les lobbies, qui sont-ils ? C'est ceux qui ont intérêt à ce que tout continue comme avant. Est-ce que ces lobbies parlent du pic pétrolier en 2025 ? Non, ils ne parlent pas aux agriculteurs du pic pétrolier en 2025. Bien sûr que non, ce n'est pas leur intérêt, eux, ils gagnent de l'argent et c'est des court-termistes. Quand justement ils mentent. Le pic pétrolier, c'est ce qui va conditionner donc l'accès au pétrole. Du pétrole naît la pétrochimie, et de la pétrochimie, ce qu'on met dans les champs. Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui sont au courant qu'il y a un pic pétrolier qui arrive? Et ce n'est pas Boisson qui le dit, ce sont des spécialistes, des experts reconnus. Voilà. Donc, il faut absolument que les gens soient conscientisés pour qu'il se passe quelque chose au niveau de l'État. À l'article 3 de la Constitution, on est des représentants du peuple, mais si le peuple s'en fout. Je vais vous donner un autre exemple. C'est pareil, le maire d'Ungersheim, lui, c'est l'un des maires les plus écolos de France. Il a commencé bien avant, Jean-Claude Mensch. Il a fait vraiment un parcours sans faute. Mais en 2018, je l'interviewais. Et je lui disais, mais avec tout ce que vous faites, monsieur le maire, c'est-à-dire la régie agricole communale, c'est-à-dire que là, ils ont employé des agriculteurs pour travailler pour la commune et faire de l'agriculture bio pour les enfants de la cantine, ainsi de suite. En 2018, je lui pose la question, mais est-ce que vous êtes, en cas de crise, en mesure de nourrir toute votre population? Il me dit, le problème, c'est que nous, on fait ça, mais les gens, ils continuent à aller à fond dans les supermarchés et pas vouloir soutenir les AMAP. Très bien. Ça ne peut pas se faire que dans un sens. On ne peut pas tout vouloir d'un maire sans s'impliquer soi-même. Et voilà, ce qu'on dit, nous, c'est quand on dit que respectez la loi, allez voir vos DICRIM, allez faire un point sur ce qui est prévu pour vous, les gens vont vite comprendre qu'effectivement, s'ils veulent passer les crises, il va falloir qu'ils fassent l'effort aussi. 2019, je suis allé à nouveau à Ingersheim, je vous annonce que, clairement, les 8 hectares de régie agricole communale de Ingersheim sont capables de nourrir les 2700 habitants d'Ingersheim. Donc bravo monsieur le maire, bravo pour cette ténacité, mais effectivement il faut y aller, il faut y aller au niveau de la conscience des administrés. Tant que les gens continuent à alimenter le lobby de l'insouciance, le lobby de l'insouciance qui est le père de tous les autres lobbies, les lobbyistes de la pétrochimie, ils ont tout loisir de continuer, puisque les gens ne sont pas conscientisés. Voilà. Puis après, ils planquent leur pognon sur des paradis fiscaux, et ainsi de suite. Mais il faut absolument que la population, que là, s'il y a 100 personnes dans la salle, tout le monde connaisse son DICRIM. Alors justement, dans ce sens-là, je voulais savoir si vous étiez au courant du pacte de la transition écologique, parce qu'il y a des citoyens qui se bougent quand même en ce moment, et qui vont voir justement les maires pour leur demander justement d'œuvrer dans ce sens-là. Donc moi j'habite à Annecy, en Savoie, et en fait les gens sont vraiment en train de se bouger actuellement et profitent des municipales qui vont arriver là, pour démarcher les maires. Et ce que vous demandez, les gens sont déjà en train de... Vous êtes au courant du pacte de la transition? Oui, avec SOS Maire, on a des liens. Sauf que nous, on agite encore plus la question de sécurité publique, puisqu'on est en plein dedans avec le coronavirus. Il faut absolument accélérer cette prise de conscience, et pas seulement celle du maire, celle de ses voisins autour. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'effet de masse qu'on cherche.
C'est absolument changer la société par la conscientisation des foules. Juste deux petites infos. Je fais partie d'un groupe de la psychologie dans la vallée de la Drôme et nous avons décidé, comme on fait partie de plusieurs communes, on est originaire de plusieurs communes, de donner à notre maire, avant les élections, notre livre en présentant succinctement le processus de l'effondrement et en mettant en avant donc, les responsabilités des maires par rapport à tous les problèmes de résilience. Voilà. Merci. Je pense que beaucoup de gens ici pourraient faire de même dans leur commune, proposer au maire une petite discussion autour de ce sujet et offrir le livre. D'autre part, je vais vous signaler que dans votre livre, il y a à un moment cité une entreprise du Sud-Ouest qui propose qui vend des générateurs électriques qui fonctionnent à l'huile de friture. Je les ai appelés, en fait, la loi interdit en France, ça marche très bien, mais la loi interdit qu'on commercialise ceci sur le territoire. Donc ils en vendent à l'étranger, mais c'est pas possible pour l'instant normalement en France. Et puis ce sont uniquement des gros volumes, des gros appareils. Merci pour la précision. Après, il y a d'autres systèmes, on n'a pas tout référencé. Il faut savoir que les exemples sont des exemples donnés face à l'effondrement si j'étais maire, parce qu'on ne voulait pas non plus privilégier des entreprises plus que d'autres, donc c'est à chaque fois assez flou, c'est pour que les citoyens eux-mêmes, les administrés eux-mêmes, avec leur équipe communale, cherchent leurs propres solutions aussi. Il y a des choses qui sont indéboulonnables dans notre bouquin, il y a d'autres choses qui sont parfois un peu passées de temps déjà, puisqu'il est sorti l'année dernière. Donc merci pour la précision. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre une chose. Là, on est dans un mode normal de la société, même si on commence à avoir des problèmes avec la pandémie, on risque de passer en niveau 3. Mais quand c'est la panique générale, parce que tout commence à vraiment s'effondrer, il faut bien comprendre qu'il y a une loi qui surpasse toutes les autres lois, c'est l'article 122.7 du Code pénal, l'état de nécessité. Et quand il faut utiliser quelque chose, parce que c'est pour le bien de tout le monde, légal ou pas légal, il va falloir l'utiliser. C'est l'état de nécessité. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en montagne et il y a de la neige, et d'un seul coup, il y a une avalanche. Au niveau du droit, vous n'avez pas le droit de défoncer la porte du chalet, en principe, en état normal. Mais là, parce qu'il y a l'avalanche, vous allez violer un domicile pour vous protéger votre vie et peut-être la vie de quelqu'un d'autre. Vous serez couvert parce qu'au niveau du code pénal, vous avez le droit de le faire. Et là, pour l'instant, tout va encore à peu près bien. C'est-à-dire que les magasins se vident, mais ils se remplissent. Demain, si on passe tous en état de nécessité, il faut s'inquiéter. Voilà. Mais il faudra utiliser les moyens qui nous permettent de faire société. La pire des choses, ça serait qu'on passe dans une anomie. Alors l'anomie, ça n'a rien à voir avec l'anarchie. Bien souvent, on fait croire que l'anarchie, c'est l'anomie, mais c'est pas du tout ça. L'anarchie, c'est un système politique d'autogestion, alors que l'anomie, c'est le gros bordel, et c'est la loi du plus fort. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec SOS Maire, c'est de garder un semblant de sécurité publique, même si tout s'effondre. C'est-à-dire que les gens puissent continuer à faire société. La fameuse violence dont j'ai parlé au tout début, là, celle que la plupart des gens ne connaissent pas, cette ultra-violence où aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui se sont flingués pour des règlements de compte. Pour l'instant, c'est contenu, parce que la société fonctionne encore. Il y a encore une police, il y a encore une armée, il y a encore... Et tous ces gens, je le répète, ont des ventres. Et dans les casernes de l'armée, il n'y a pas de jardin en permaculture. Alors, il y a certes quelques stocks des rations de combat, mais pas à hauteur de nourrir tout le monde très longtemps, et encore moins la famille des militaires. C'est pas non plus des insensibles, les militaires. Au bout d'un moment, ils vont se dire, mais je peux pas laisser crever toute ma famille. Comprenez? Donc une société, ça repose sur sa capacité à se nourrir. Aujourd'hui, notre capacité à nous nourrir, c'est en disposant de pétrole abondant et pas cher. Chose qui est remise en question par la géopolitique et même la géologie elle-même. Voilà, donc il faut se préparer à toutes ces problématiques-là. Et face à l'effondrement, si j'étais maire, c'est vraiment
être conscient de ce que nous disent les experts et arrêter d'écouter les guignols du tout va continuer comme avant, on est une superpuissance, tout va bien aller. On ne veut plus les écouter, ces gens-là. Nous, on s'est dit, on se met dans une situation dégradée et on reconstruit la société par rapport à ça. Enfin, on tente de la reconstruire. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis un élu d'une petite commune. Oui. Et j'ai participé justement au plan de sécurité. Oui. Et je n'ai pas vu cette résilience alimentaire dans ce plan. Alors, qui l'établit, qui donne des directives? C'est ma question. C'est le maire qui en est responsable. Malheureusement, on l'a oublié parce qu'il y a longtemps, c'était déjà comme ça. Alors c'est le meilleur spécialiste pour en parler, c'est Stéphane Minou. À l'époque où les maires étaient consuls, ils avaient à gérer la police du grain, la police de la viande, enfin bref, la police des semences. Et au fil du temps, on a oublié que c'était la responsabilité du maire. Alors il y a récemment La Tribune qui a publié un article où il explique bien que de toute façon, en creusant toutes les lois, c'est de la responsabilité du maire. Mais le maire, beaucoup de choses reposent sur lui, malheureusement. On a plus tendance à l'embêter pour le nid de poule qui vend chez Madame Michu que de penser à la résilience alimentaire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est justement de dire SOS, aidons nos maires. Alors après, il y a SOS, bon celui-là, il n'y va pas, mais il y a, nous, notre action est bienveillante. C'est de dire, nous devons faire système avec les maires pour qu'ils puissent continuer à coordonner le commun, la commune. Donc, effectivement, il n'y a pas dans les plans communaux de sauvegarde, même vu avec les préfets, la question de la résilience alimentaire. C'est un impensé. Et on le voit avec les retours d'expérience des administrés qui vont voir leur commune. Ils y arrivent de bonne foi, et les gens en face, l'équipe communale est de bonne foi aussi, dit voilà, on devrait connaître notre DICRIM. Alors il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Ça émane du plan du communal de sauvegarde, qui est donc établi par le maire et parfois avec le préfet. Mais et les gens à la question, mais qu'est-ce qu'on mange en cas de crise? Ben là, plus personne ne sait répondre, parce qu'on a eu l'habitude d'avoir une abondance énergétique qui nous a fait ne pas penser à ça. Alors bon, c'est tout, c'est passé, c'était une erreur, maintenant on y pense. Voilà. DICRIM, D-I-C-R-I-M, document d'information communale, risque majeur. Merci. Vous avez donné l'exemple de Louversheim, il y a aussi l'exemple de Mouansartou, qui est, vous connaissez, j'imagine? Ah oui, qui figure très souvent dans nos publications. Voilà. Mouansartou, c'est dans les Alpes-Maritimes, à côté de Cannes. Et le maire a fait un peu de la résistance, si je suis bien informée, parce qu'il a retenu des terres alors qu'il n'avait pas forcément le droit de le faire. Je ne suis pas très sûre là-dessus, mais je crois que c'est ça. Et ils ont installé une régie publique communale. Ils ont embauché du personnel qui est donc communal, c'est-à-dire fonctionnaire territorial. Ils ont fait donc, il y avait je ne sais pas combien d'hectares pour nourrir les cantines, au moins les cantines. Ils ont fini par faire une légumerie pour transformer voilà, ce qu'ils produisaient. Et surtout, vous disiez tout à l'heure, il faut travailler avec la population. Là, ils ont travaillé avec les écoles. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, les gamins vont dans le jardin, regardent comment c'est planté, plantent peut-être même eux-mêmes, je ne sais rien. Pareil à Barjac, il y a eu aussi des exemples comme ça. Et du coup, voilà, pour mettre en place, pour inciter la population à comprendre ce qui se passe, c'est peut-être avec les écoles qu'il faut le faire. Les écoles et les EHPAD, hein, c'est-à-dire qu'il y a un savoir ancien qui est perdu aujourd'hui, et c'est bien dommage. Et j'avais une deuxième question. Si le maire n'est pas du tout au courant de ce qui est indiqué ou n'a rien fait autour de ça, est-ce qu'un collectif d'habitants peut l'attaquer en justice? Nous déconseillons d'attaquer, mais bon, ça dépend de la virulence du maire. D'accord ? Bon, une fois que vous lui avez rappelé que c'était son obligation de le faire, si effectivement il ne veut pas, on peut l'attaquer sur deux axes. La négligence qui est condamnée par le code pénal, voire la mise en danger de la vie d'autrui si le type il s'oppose à tout, quoi. Mais c'est assez rare. C'est assez rare parce que c'est pas son intérêt à empêcher que la résilience de sa commune
se fasse, ça lui profitera. Nous, ce qu'on incite à faire, vraiment, c'est informer le maire que de toute façon, il n'a pas le choix, il faut qu'il le fasse. Bon, il y a de plus en plus de collectifs citoyens qui se font autour de l'écologie, et même des urgences écologiques. Il y a Extinction Rebellion qui commence à crier et à tirer des sonnettes d'alarme. Après, il y a une possibilité légale, hein, vraiment, d'occuper des terrains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait constater qu'il n'y avait aucune résilience alimentaire, et que vous avez constaté par vous-même, après avoir envoyé des courriers au maire que vous le vouliez, et puis vous répondre non, bon, vous pouvez faire constater par huissier qu'il n'y a aucune résilience alimentaire. Et nous, ce qu'on dit aux collectifs qui veulent occuper des terrains, c'est de dire, bah, écoutez, maintenant, une fois que vous avez le constat d'huissier qu'il n'y a aucune résilience alimentaire sur place, et alors qu'il serait possible de la faire, hein, c'est-à-dire que si on est dans une ville complètement bétonnée, c'est moins évident que si on est en commune rurale, bien que. Mais toujours est-il que s'il n'y a aucune volonté, qu'ils s'opposent, qu'ils préfèrent par exemple favoriser les grandes surfaces, là, vous envoyez donc le courrier de la constatation du huissier au préfet, au maire en copie bien sûr, et au procureur de la République, en disant écoutez, nous on se sent en danger, nous avons écouté ce que dit le Sénat, nous avons écouté que même la présidente de la FNSEA reconnaît qu'il y a un problème sur la résilience alimentaire, nous on veut de la résilience alimentaire. Et à l'article 122.7 du Code pénal, on se sent en état de nécessité de construire pour nos administrés, les citoyens de la commune, de la résilience alimentaire, et maintenant. Voilà. Je voulais revenir sur Ingersheim, moi en Sartou. Alors c'est deux formidables exemples, et il ne faut pas oublier la conserverie, c'est ce qu'a fait Ingersheim. Hein. C'est hyper important la conserverie, parce que comme on nous annonce des problèmes climatiques, les problèmes climatiques vont conditionner aussi nos capacités à récolter. Alors c'est bien beau de faire de la permaculture, mais si tout grille avec un 47 ou 48 degrés d'un coup, il va falloir penser à deux fois et faire revenir le bon sens paysan et le bon sens des grands-parents, à savoir faire que ce qu'on a surproduit, on le conserve, parce qu'en cas de problème majeur, bah, ça va être justement la conserve qui va compter plus que la production elle-même. La conserve, ça s'échange plus facilement, ça permet de faire système plus facilement. Bonjour. Bonjour. Je suis habitant d'une toute petite commune de 700 habitants qui est vraiment hyper conventionnelle. Et à partir de la semaine prochaine, je vais être élu au conseil municipal, puisque nous sommes une seule liste. Voilà, et je vais être au sein d'un conseil municipal qui est absolument à l'opposé, si vous voulez, de toute la mentalité et toutes les idées qu'on peut échanger avec les participants d'un salon comme celui-ci, et encore plus loin de la collapsologie, de l'effondrement, etc. Ma première question, c'est de savoir comment je vais commencer à aborder le sujet, quoi. J'ai un peu l'impression de mettre les pieds dans le plat. Pour l'instant, dans toutes les réunions, je ferme ma gueule, enfin, un peu de tout le monde sait que je suis l'écolo du coin, etc. Donc comment est-ce que je vais aborder le truc? L'autre chose, c'est est-ce que vous avez des exemples de maires, de municipalités qui ont changé de mentalité par rapport à ça et qui se sont laissés convaincre par des citoyens? Parce que les maires que vous nous avez cités, c'est tous des écolos depuis 20 ans. Enfin, Langouette, c'est le mec qui fait des écoquartiers depuis 20 ans, qui fait des photovoltaïques partout, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment des conseils municipaux qui ont réussi à changer de mentalité, qui ont mis des choses en place alors que ce n'était pas prévu à la base? Et puis, dernière question, est-ce que ces responsabilités-là ne sont pas en train d'être déléguées aux communautés de communes? Est-ce que ce n'est pas au niveau des intercommunalités de communes qu'il faut agir? Non, c'est à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle de l'administré, conscient que ça se passe. Donc première question, oui, donc Pierre-sur-Yon, typiquement, même si ce n'est pas inscrit dans les risques majeurs, a inscrit dans ces risques majeurs la résilience alimentaire locale, donc Pierre-sur-Yon, donc une commune qui a vraiment pris en compte ce qui était dit sur cette vulnérabilité. Parce que, je ne sais pas si j'en ai parlé, la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile
est ultra importante. Pourquoi? Parce que si pendant longtemps, voilà, il existait les plans communaux de sauvegarde et le DICRIM, cette loi, qui donc existe depuis 2004, donne pouvoir à tout le monde, c'est pour ça que je dis que c'est à l'échelle individuelle, d'optimiser la sécurité publique, la sécurité civile. Pourquoi? Parce qu'elle stipule qu'on doit tous être informés, donc c'est-à-dire que 100% de la salle doit connaître les mesures qui sont prises, et permettre d'optimiser la résilience de la commune. Donc c'est à cette échelle-là, c'est quand nous, on sait ce qui est prévu, et si on constate que c'est plutôt défaillant, et si on apporte notre aide, qu'on respecte cette loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile. On fait le système ensemble. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour commencer votre conseil municipal, vous prenez le plan communal de sauvegarde si vous en avez un, et puis vous regardez ce qui est prévu. Voilà. C'est pas une question d'écologie, là, c'est une question de sécurité publique et de survie. Madame Michu, est-ce que vous savez que quand la supérette du coin est vide, il n'y a plus rien à manger? Mais si, regardez, il y a plein de champs. Bah, essayez de manger là, les trucs qui poussent dans le champ et rester en bonne santé pendant toute une année avec ça. Ah oui, peut-être que, bon, ah ok, donc moi on va être d'accord, je joue votre rôle, hein. Moi je suis d'accord, on va mettre des AMAP, on va y soutenir, mais il va falloir peut-être donner un petit coup de main ou mettre un peu de permaculture pour que la traçabilité de votre achat n'aille plus dans les produits dégueulasses qui viennent de loin. Ouais, mais ça coûte un peu plus cher. Ben, ça coûte un peu plus cher tant qu'on ne s'y met pas tous. D'accord? Et peut-être qu'on peut transformer avec des associations qui vont le faire parfois à beaucoup moins cher, transformer les produits. Regardez, alors je ne veux pas faire de pub pour une marque plus qu'une autre, mais voilà, je suis allé sur le salon, et avec cette pâte à tartiner là, qui est faite avec de l'aubergine, et c'est un truc chocolaté, hein, c'est pour les gamins, hein. Ben, je vois pas d'orang-outan qui va perdre son territoire, quoi. On va pas lui couper son arbre, enfin bref. Donc il y a de la créativité en local, il y a des gens qui sont prêts à faire même des choses gratuitement parfois, pour que ça coûte moins cher. Puis il existe même des monnaies libres, il y a la monnaie G1, puis il y a les monnaies locales, il y a tout un tas de choses, mais pour arriver à du résultat, c'est de la coordination. Et pour arriver à de la coordination, il faut que les gens soient conscients des enjeux. S'ils pensent que, comme la télé l'a dit, tout va continuer comme avant, ils se plantent, les gens. Si par contre, ils commencent à regarder un peu en dehors de la télé des milliardaires et qu'ils commencent à comprendre, à écouter ce que dit Jean-Marc Jangot ici, des Mathieu Ozano, alors c'est tout un tas de gens, je suis sûr que vous ne les connaissez pas, mais ceux-là, ils vous parlent du réel. Et puis les agriculteurs, ce sont nos amis. Dans les années 60, les agriculteurs, on leur a dit, maintenant vous allez utiliser des machins, là, des produits, des pesticides, des ceci, des cela, parce qu'il faut nourrir la planète. Bon, ok, on leur a pas trop donné le choix, donc on a donné encore puissance aux plus gros, et puis on a encore essoré les plus petits. Bon, maintenant on leur dit, oh, vous êtes des assassins parce que vous mettez des pesticides. C'est pas des assassins, c'est que pour l'instant, ils savent pas trop comment faire autrement. Une nouvelle fois, ça passe par la concertation. Moi, je suis pro Daniel Kueff. Et tous ceux qui passent des arrêtés anti-pesticides. Et même pas pour les raisons pour lesquelles ils les ont fait passer. Enfin, bien sûr, je cautionne ça. Protéger la santé publique, bien sûr. Mais c'est aussi pour protéger les agriculteurs du mensonge dans lequel ils sont enfermés. Quand on leur raconte que ça va continuer comme avant, on leur ment. On leur ment. Pourquoi? Parce que les produits qu'ils épandent, ils dépendent de la pétrochimie. Et la pétrochimie, c'est du pétrole. Et donc, le pétrole, il faut en avoir en accès en abondance et pas cher. Est-ce que les lobbies de la pétrochimie leur disent ça? Non. Donc, alors ça, c'est une autre technique. Hein. Madame, vous demandiez des trucs un peu costauds pour contraindre. Ce que je conseille, moi, au maire, c'est de prendre donc les lobbyistes, là, enfin, c'est même plus des lobbyistes à ce stade-là, hein, c'est des groupes de pression, de les mettre dans une salle municipale, de prendre des juristes, de prendre les citoyens qui sont intéressés par le sujet de la nouvelle agriculture, et puis de calculer si c'est du dol ou pas du dol. Alors le dol, c'est un article du Code civil qui indique que pour contracter, pour passer un contrat, on n'a pas le droit de mentir sur la réalité des choses. Et puis comme ça, quand les lobbyistes, enfin les groupes de pression auront compris qu'on n'a pas le droit de cacher
qu'il va y avoir des pics pétroliers et que peut-être les agriculteurs ne pourront plus épandre dans leurs champs ces fameux produits pétrochimiques, parce que s'ils ne peuvent plus épandre leurs produits pétrochimiques, de quoi vont-ils vivre, ces agriculteurs conventionnels? De quoi vont-ils vivre? Il y en a beaucoup déjà qui sont en bord de route, il y en a beaucoup qui se suicident. Il faut arrêter de leur mentir, il faut leur dire maintenant la réalité, et les impliquer dans la réflexion citoyenne, et que tout le monde ressorte de la salle, il n'y a plus de méchants à la fin de la réunion. Bon, maintenant on sait, maintenant on va faire autrement. Et avec les premiers nourriciers de France, on a de quoi très vite arriver à trouver des solutions pour la résilience alimentaire. Dernière petite chose, certains sols qui sont tellement bousillés avec les intrants, avec tous les produits chimiques, il y a des fois ça met 7 ans à les réhabiliter. On parle de pic pétrolier en 2025, dans 5 ans. Alors c'est plus que d'un seul coup il n'y a plus y avoir de pétrole, mais ça va être de plus en plus difficile d'en avoir en abondance, c'est pas cher. 2025, 7 ans pour réhabiliter des sols, on est vachement en retard déjà. Parce que pour remettre le sol en bon état, et donc lui redonner son microbiote ou macrobiote, Céline Basset devrait être bientôt sur le salon, elle vous en parlera mieux que moi, c'est son projet Blue Soil, avec de l'aquaponie, elle a rétabli les sols en moins d'1 an. Et sans ce process-là, ça peut mettre 7 ans à réhabiliter un sol. Donc il faut que les agriculteurs, on leur dise la vérité. Pour l'instant, on les prend presque en otage de cette question. Ouais, mais arrêtez de mettre des pesticides parce que ça nous pollue, ça fait tout un tas de saloperies. Mais comment ils vont vivre autrement? Ça se concerte, ça se décide ensemble. Et le sud, c'est pas le nord, l'ouest, c'est pas l'est, ça se décide en local. Et puis les gens qui mentent, il faut les mettre face à leurs responsabilités au regard de la loi. Je crois que, si vous voulez regarder sur Internet, c'est pour me corriger, mais je crois que c'est l'article 1137 du Code civil, et ça s'appelle le DOL. Et on les met dans une salle, et on leur dit maintenant, est-ce que vous avez dit aux agriculteurs que ça va être plus compliqué dans 5 ans? Oui? Non? Alors, quelles sont vos solutions, vous, les groupes de pression, pour ces agriculteurs qui vont plus pouvoir étendre leurs produits dans les champs? Est-ce que c'est vous qui garantissez leur salaire? Et puis on regarde ce qui se passe. Et quand le maire il est face à toutes ces informations, lui c'est quelqu'un qui sait coordonner, c'est presque le juge de paix. Eh ben, il est moins pris à défaut. Comme aujourd'hui, Daniel Clef, c'est pas quelqu'un qui déteste les agriculteurs. Au contraire, il vient de sortir un bouquin. Paysans, aidez-nous, défendez-nous, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui veut dire la vérité. Mais dans une société qui s'en fout, c'est difficile de dire la vérité. C'est comme tous les lanceurs d'alerte, comme tous ceux qui ont dénoncé des malversations, tous ceux qui ont dénoncé des choses qui n'allaient pas en général, ils sont plus ostracisés que remerciés. Voilà. Excusez-moi, j'ai été long. Donc, ça vous continue de parler de la culture du lupin. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions là-dessus? Et deuxième question, qu'est-ce que vous répondez aux écologistes quand il y a la mise en place d'éoliennes pour l'électricité? Voilà, c'est 2 questions. Alors, le lupin, moi je ne suis pas un spécialiste du lupin, je suis beaucoup plus tourné vers le chanvre légal. Alors c'est quand même atypique, un ancien flic qui fait la promotion du cannabis mais version légale. Mais pourquoi? Parce que le chanvre légal, comme le lupin, ça dépollue les sols. Et si on a bien un truc à faire aujourd'hui pour retrouver de la résilience alimentaire, c'est dépolluer les sols. Le lupin, je ne vais pas pouvoir répondre précisément, je ne suis pas un spécialiste, mais je vous invite vraiment à regarder ce que dit sur Internet Philippe Desbrosses. Philippe Desbrosses, la ferme Sainte-Marthe, celui qui garde pour nous les graines anciennes. Et puis votre autre question, c'est les éoliennes pleines de béton et qui tuent les oiseaux. Bah, je suis contre. Je pense qu'il y a vraiment d'autres solutions comme la méthanisation, comme l'air comprimé. On va devoir rentrer en décroissance. Alors ça c'est difficile hein, parce c'est une vraie réflexion de société. C'est pour ça que ça ne pourra pas se faire à l'échelle du sommet de l'État. Si on doit changer de société, ça doit se faire avec une population conscientisée. Bon. La décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir réduire notre niveau de vie.
C'est pas à la mode de dire ça, à l'heure des gilets jaunes qui veulent plus de pouvoir d'achat. À l'échelle planétaire, quelqu'un qui est un smicard chez nous, il fait partie des 3% des personnes les plus riches de ce monde. C'est quand même hallucinant. Mais voilà. C'est à peu près le niveau de confort, nous, modernes, qu'on a, justement, avec ces 4,3 litres de pétrole par Français par jour. Bon. Décroître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on redimensionne notre société pour moins consommer d'énergie. Alors, je fais tout ce préalable-là pour parler de l'air comprimé. L'air comprimé, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été abandonné, parce que quand on a eu du pétrole abondant et pas cher, ben, c'est pas un bon rendement, l'air comprimé. Mais avec l'air comprimé, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec un moulin qui compresse de l'air, on stocke de l'énergie. On stocke de l'énergie de manière mécanique, donc sans pollution. Et on les stocke en bouteilles. Et quand on relâche cet air, on fait tourner des pistons et ça fait donc de l'électricité. Alors c'est sûr que ce n'est pas une centrale nucléaire. Vous allez me dire, t'es bien gentil, mais tu fais combien de mégawatts avec ça? Bah, pas grand-chose. Mais par contre, c'est un vrai système qui ne pollue pas. Après, il y a la méthanisation. Ça pollue un peu plus. Il y a d'autres solutions. Mais ça, une nouvelle fois, il n'y a pas de solution centralisée. Une nouvelle fois, je me répète, ça va se décider en local. J'ai vu tout à l'heure en passant dans les stands, il y a des associations de type Enercoop, énergie partagée. Chacun a ses petites solutions. Bon, après, c'est en discuter. Ça doit se discuter en local de quelle solution est la plus adaptée par rapport aux questions d'entretien aussi. Avoir des panneaux solaires, c'est bien, mais s'ils sont faits en local, s'ils viennent tous de Chine, bon. Avoir des éoliennes qui prennent aussi, pour certaines, des métaux rares, ben, ça n'a aucun sens en termes écologique, parce qu'on ne les a pas chez nous, ces métaux rares. Donc il y a d'autres solutions. Et il y a tout un tas d'autres choses dans les cartons qu'on a su utiliser, même en France, et qu'on a oublié qu'on utilisait. La Poste, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 150 ans, ça fonctionnait avec des tubes pneumatiques. Il y a plein de trains qui fonctionnaient dans les mines qui étaient à air comprimé. Alors c'est sûr que ça va moins vite, mais si on doit décroître, de toute façon on n'a plus besoin d'aller aussi vite. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Moi, je serait ma question. Bonjour. Bonjour. Quand on vous écoute, vous dites qu'en cas de crise majeure, il y a un risque justement de panique et que ça risque de devenir l'anonie. Et d'ailleurs, au passage, merci pour avoir bien fait la distinction entre anonie et anarchie. Est-ce que vous avez lu, le cas échéant, est-ce que vous avez pensé des différents travaux qui ont pu être menés justement sur les réactions collectives en cas de crise majeure, notamment ce qu'a pu écrire Pablo Servigne, qui devait être là demain et qui finalement sera pas là, je crois, notamment de l'entraide, notre loi de la jungle, où s'appuie entre autres sur l'exemple de cyclone Katrina en Louisiane, où apparemment, effectivement, les médias ont voulu montrer des images de gens qui se battent pour piller les magasins, et qu'apparemment la réalité est tout autre, et que c'est d'après cet exemple-là, entre autres, mais pas seulement, le livre décrit, et c'est pas le seul livre à le faire, il décrit comment est-ce que c'est justement dans les crises majeures qu'on observe contre-intuitivement les plus grands élans d'entraide et de solidarité. Alors Pablo, c'est un ami que j'aime beaucoup. Sauf qu'il n'est pas allé dans un véhicule de bac nuit, comme moi je suis allé. Et est-ce qu'il y a de l'entraide en ce moment en Libye, ou est-ce que c'est l'esclavage? Donc moi j'ai une vision un peu différente. J'ai vécu des choses, je connais la sociologie française. Il y a aujourd'hui malheureusement, et je le dis, hein, j'insiste sur le malheureusement, une frange de la population qui ne fonctionne pas de la même manière et qui a une économie de gang. Et pour être bien intégré dans l'économie de gang, il faut avoir un rejet de la société qui est incroyable. Et les enfants sont formés très jeunes à avoir ce rejet de la société. Donc le rapport à la vie de ces personnes-là, qui sont malheureusement éduquées comme ça, il n'est pas le même. Aujourd'hui, nous avons, en parallèle de ça, 15 millions d'armes en circulation. 15 millions d'armes, alors après c'est des chiffres comme ça, hein, c'est RTL qui avait relayé ça, mais
Parmi ces armes, quand il y a des réquisitions, enfin quand il y a des perquisitions plutôt, on trouve des Kalachnikov à profusion, on trouve des RPG-7, c'est des lance-roquettes anti-chars, je peux vous dire que ça fait beaucoup de dégâts. Et donc dans notre sociologie, on a des gens qui ont une aversion pour la société, qui sont surarmés, et en cas d'effondrement, alors que la police ne pourrait peut-être plus aussi bien assurer ses missions, l'armée pareil, par manque de nourriture, je ne pense pas que l'entraide serait la première des choses qui arriverait. J'ai un ami qui était, alors c'est quelle île? Saint-Martin, quand il y a eu le cyclone, bon, il a vécu de plein ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il était sur place quand il y a eu le cyclone. Bon, typiquement, la télé leur avait dit de faire des réserves de 10 jours de bouffe. Au final, quand on s'ennuie et qu'on est chez soi avec ses enfants, bah, ça a tenu 3 jours, les réserves de bouffe. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi fort qu'il est, parce que c'était un rugbyman garde du corps, il m'a dit avoir vraiment craqué parce qu'à partir du 4e jour, tous les jours, il était obligé de tirer. Alors, pas sur des gens, mais au moins en l'air. Donc, lui, il peut y avoir des phénomènes d'entraide, d'accord, mais ça dépend du terrain qu'on étudie. Katrina, ça peut se passer comme ça. L'Alibus, ça peut se passer autrement. Il y a eu un effondrement de la société en Libye, pardon. Il y a plein d'endroits où on ne voit pas vraiment l'entraide. On voit des gangs prendre le pouvoir. Et nous, ce qu'on veut éviter avec SOS Mer, c'est qu'on laisse le flanc, on ouvre une opportunité pour que les plus violents de la société prennent le pas sur cette société. Parce qu'on a beau être bac plus 15 face à Nicolas Kalachnikov, personne ne fait poids. Et si on est permaculteur et qu'on est vraiment un mec adorable qui est tourné vers le partage, si d'un seul coup il y a 50 mecs qui déboulent avec des Kalachnikov, on n'est pas sûr de rester en vie. Donc on veut éviter tout ça. Ce qu'on veut, c'est la coordination pour qu'il n'y ait pas ce type de situation. On n'est pas sûr d'y arriver. Et je souhaite qu'une chose, c'est me tromper dans mes analyses, et ce que j'ai vécu, bon, c'était peut-être exagéré. Moi, je voulais vous demander, tout ce que vous avez dit, observé, sur lequel vous communiquez, travaillez, ça touche plutôt des petites communes, des communes moyennes, et comment vous voyez le chemin que doit faire au niveau de la résilience les villes? Comment ça va s'articuler entre les villes et les petites communes où on sent bien qu'il y a un pouvoir des petites communes dans cette résilience, mais comment ça peut se préparer aussi en ville? Ben, c'est la bonne nouvelle de l'analyse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez totalement raison, il y a des villes qui sont incapables de construire leur résilience. On peut faire de la culture sur les toits, on peut débétonner, on peut faire un peu dégoudronner et mettre des terrains à cultiver, mais quoi qu'il en soit, les villes se sont construites sur plus de 100 ans d'abondance énergétique, donc elles ne se sont pas conscientisées sur la problématique de résilience alimentaire. Par contre, une nouvelle fois, le fait qu'à travers la loi 2004-811, nous nous conscientisons tous, la logique, c'est celle que vous venez de donner, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas doivent donner du pouvoir à ceux qui peuvent. Et aujourd'hui, on a des super pouvoirs en grandes villes, et les petites communes sont abandonnées. C'est un peu con. Alors que c'est les petites communes qui vont être les plus aptes à secourir les grandes villes. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec une ville comme Montfermeil, qui est exemplaire pour moi. Je vais faire une parenthèse. Exemplaire pourquoi? Parce que typiquement, 2005, émeute de banlieue. Je viens de parler de l'insécurité, justement. Émeute de banlieue, c'est donc la cité des Bosquets qui cramait. Qu'est-ce qu'a fait le maire? Qu'est-ce qu'a fait l'équipe municipale? Ils ont pris les communautés qui ne se parlaient pas, ils ont ouvert la médiathèque, ils ont permis à ces communautés de discuter entre elles à travers la permaculture. On est en région parisienne, d'accord? Montfermeil, c'est vraiment une ville de France. De là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à cultiver ensemble, à faire de ce qu'ils cultivaient, à faire des repas ensemble, à travailler une autre culture, on parle de la culture de la terre à la culture intellectuelle, et puis ils ont commencé à faire des fêtes ensemble. Bon.
Je vais aller vite, mais Montfermeil aujourd'hui, donc les barres en béton là, qui étaient plutôt inhumaines ont été rasées. Les gens ont redécidé de ce qu'ils allaient habiter. Tout s'est fait par la concertation. Et aujourd'hui, la cité des Bosquets, c'est là où les Montfermeillois veulent habiter. Avec quoi? Au milieu de la cité, des jardins partagés. Bon, donc c'est toujours une histoire de culture. Mais au-delà de ça, Montfermeil, c'est super ce qu'ils ont fait comme preuve qu'on peut inverser des processus. Ce que je disais tout à l'heure à monsieur, et comme je lui disais, j'ai vraiment envie d'avoir tort, ça c'est la politique du pire. Et je la regarde de face, cette politique du pire pour l'éviter, pour justement aller vers du Montfermeil, à peu près partout. Montfermeil, au-delà de ce qu'ils ont réussi à faire en local, ils ne peuvent pas aller à une certaine échelle. Donc, ils passent des accords avec des communes du 77. Donc on est en Île-de-France, 77, il y a beaucoup plus de terrain à cultiver, et naturellement la coordination se fait. Et les gens se parlent. Ce qu'on redécouvre à travers ça, c'est le pouvoir qu'on a, nous, de décider. Tout à l'heure, on posait la question, mais qu'est-ce qu'un maire peut faire tout seul? Il ne peut rien faire tout seul. Qu'est-ce qu'un maire peut faire avec une population conscientisée? Énormément de choses, c'est Montfermeil. Et ce n'est pas une histoire de race, de culture, de religion. C'est une histoire de concertation. Voilà. Oui, vous avez dit que les maires étaient en charge de la résilience alimentaire. Est-ce qu'il y a aussi une entité qui est responsable de notre résilience énergétique et médicale? Je ne l'ai pas vue. Si vous la trouvez, je veux bien que vous me la présentiez. Donc félicitations à toutes les associations citoyennes qui pensent à ça. Parce que si déjà la résilience alimentaire est inquiétante, la résilience médicale l'est tout autant. Tous ceux qu'on aime, qui ont des traitements aujourd'hui qui ne sont plus produits en France, on a de quoi s'inquiéter quand justement il y a des ruptures d'approvisionnement de circuits longs. On dépend trop des circuits longs et il va falloir, un peu comme il faut aller chercher le pouvoir non pas en extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes, le pouvoir de décider, il ne faut plus dépendre de circuits super longs pour se garantir sa sécurité, mais avoir une vision de l'intérieur de sa commune pour assurer sa sécurité. Et c'est personne d'autre que vous qui pouvez le faire. Écoutez, je pense que c'est terminé. Je vous remercie à tous d'être venus. Merci. Et pensez à votre vitrine surtout. Hein. Si on refait ça dans un mois, tout le monde le connaît. Là, et si certains veulent faire dédicacer en boisson, c'est possible. En principe, avec boisson, on risque de crever de soif. Hein.